l'association pour qui vous devez certainement œuvrer ce soir. Et je vais passer la parole à Manuelle Tiempon, qui est la présidente de l'association Sève. Bonsoir à chacune et à chacun. Je voudrais d'abord remercier très sincèrement Frédéric Lenoir et Benoît Grindel d'avoir accepté de tenir cette conférence sur un sujet ô combien important pour nous donner des pistes pour faire face au changement de paradigme que nous traversons. Je tiens aussi à remercier ICHEC et ICHEC Alumni qui a organisé cette conférence de main de maître. Alors cette soirée est organisée au profit de Sève, Savoir-être et vivre ensemble, une association fondée par Frédéric Lenoir il y a 6 ans, au lendemain des attentats. Cette association repose sur 2 piliers d'activité, la formation d'animateurs en ateliers philo et pratique de l'attention et l'animation des ateliers auprès des jeunes de 5 à 18 ans. Alors pourquoi des ateliers philo ? Parce que nous souhaitons accompagner les enfants et les jeunes, vos collaborateurs de demain, pour qu'ils puissent développer une pensée réflexive et rigoureuse, apprendre le sens de la nuance et de la complexité, et aussi développer des compétences psychosociales pour en faire des citoyens actifs, responsables, et nous l'espérons pour un monde plus humain. Alors nous sommes soutenus par l'Union européenne dans le cadre d'un projet Erasmus+, mais vous aussi vous pouvez nous soutenir. Vous pouvez nous soutenir par du mécénat de compétences, mais également dans le cadre de votre politique RSE. Ces aides que vous pouvez nous fournir vont nous permettre de pouvoir aller organiser des ateliers philo auprès de jeunes de quartiers comme Molenbeek, Kuckelberg, Anderlecht, où nous avons énormément de demandes, mais malheureusement, ce sont des écoles qui n'ont pas les moyens financiers pour accueillir les ateliers Sève. Nous avons donc des projets très concrets qui n'attendent que vous pour être mis en œuvre. Nous serons à votre disposition à l'issue de la conférence pour vous expliquer nos activités, nos valeurs et notre mission. Je vous souhaite une très belle soirée et laisse la parole à Frédéric et Benoît. Voilà. Alors juste avant que je ne passe à la présentation, un tout petit agenda pour que vous sachiez quand vous réveillez, n'est-ce pas ? Donc, alors là, on va arriver à la conférence. Après ça, il y a une petite session de questions-réponses. Et puis, il y aura, pendant le cocktail, une dédicace du dernier livre, notamment de Frédéric Lenoir, « Désir, une philosophie ». C'est un bouquin qui présage beaucoup de choses intéressantes et je vous invite à le découvrir ici, derrière l'écran. Mais je ferai un petit rappel juste avant. Alors, je sors mon petit copion. Donc vous connaissez tous Frédéric Lenoir, il a écrit une 40aine d'ouvrages, traduits dans 20 langues, vendus à des millions d'exemplaires. Il est né à Madagascar, probablement que vous le savez aussi. Alors, est-ce que vous saviez, donc j'ai trouvé ça sur Internet, qu'il était acteur et qu'il avait joué un rôle de zombie, qu'il était directeur de courts-métrages aussi, et qu'il avait même gagné 2 courses de Formule Ford. Donc c'est les petites Formule 1 là. Internet dit tout et n'importe quoi. Ça c'est des fake news. Donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé sur Frédéric Lenoir. Le seul rôle que j'ai joué dans ma vie au cinéma, c'est dans un film qui est sorti la semaine dernière. Et mon rôle doit durer à peu près 20 secondes. C'est dans le film de Gad Elmaleh, qui s'appelle Reste un peu. Et du coup, je joue un tout petit rôle, mais alors un rôle de zombie, mais jamais. Ou là, j'ai oublié, parce que j'ai été zombifié. Et donc, vu que j'ai plus mon cerveau. Et les courses automobiles non plus. Non. Donc, comme quoi, vous voyez, il doit y avoir un Frédéric Lenoir, un homonyme, qui a fait tout ça, mais c'est pas moi.
Et bien voilà, donc c'était confirmation, tout ce que vous lisez sur Internet, faites attention, demandez aux personnes concernées directement. Donc du coup pour Benoît, c'était un peu plus simple. Donc là il est né à Bruxelles. Il a donc, avant de partir pour la Chine, donc créé une société DB Associates qui aidait les propriétaires. Puis il est parti donc en Chine pour ouvrir une centaine de stores pour Porsche. Ça, je suis aussi trouvé sur Internet. Mais c'est vrai. Et puis après, il a aussi participé à la construction du pavillon belge pour l'exposition internationale à Shanghai de 2010. Donc ça aussi, c'est vrai. Après, il a été donc en Suisse, un vrai globetrotter. Il a carrément transformé tout un village alpin en centre de séminaire. Donc ça, voilà, c'est à moitié vrai. Et donc, c'est principalement pour des sujets comme l'économie régénératrice. Et dernièrement, donc, là, il a créé Résilience. Donc, comme son nom l'indique, c'est une société qui aide à la résilience individuelle et collective. Voilà un petit peu une courte présentation. Maintenant, je vais céder la parole à Frédéric et à Benoît pour la suite de la conférence. Merci. Donc, d'abord, merci à tout le monde. Merci à Ishek Alumni de m'inviter. Frédéric, c'est plus logique, on va dire. On va aborder un thème, mais on va aller assez vite. Et l'idée, c'est vraiment avoir un dialogue avec vous. Et entrepreneuriat, philosophie, ça peut paraître un peu abscon ou particulier de faire ce pont. Et je poserai d'abord la question à Frédéric. Quel lien tu fais entre les deux, entre l'entrepreneuriat, l'entreprise et la philosophie ? Alors c'est un sujet qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder avec Benoît, parce que nous nous connaissons depuis 7 ou 8 ans. Benoît a créé une association Montagne Alternative qui est en Suisse, dans un petit village qu'il a réhabilité. Et il m'a invité plusieurs fois à rencontrer des grands patrons pour avoir des séminaires avec une vingtaine de personnes autour du thème comment on peut apporter un peu de sens dans le monde de l'entreprise. Donc Benoît se passionne pour cette question-là parce qu'il est à la fois entrepreneur et passionné de philosophie et de réflexion sur le monde, sur l'humain. Et moi, j'avoue que, bien qu'étant philosophe, je ne suis pas un grand connaisseur du monde de l'entreprise, puisque j'ai assez peu travaillé en entreprise, je ne suis pas resté longtemps, je ne supportais pas d'avoir un patron. Donc du coup, j'étais pas fait du tout pour le monde de l'entreprise, ou alors il fallait que je sois le patron. Donc j'ai tenu assez longtemps dans des postes où j'avais personne au-dessus de moi. Donc j'ai produit une émission sur France Culture où j'étais le patron du monde des religions pendant quelques années. Et puis finalement, j'avais quand même trop besoin de liberté pour rester dans une entreprise. Donc je suis quand même très atypique. Et Benoît connaît beaucoup mieux que moi le monde de l'entreprise. C'est pour ça que à travers lui et à travers des témoignages, évidemment de plein de personnes autour de moi qui travaillent dans l'entreprise, mais aussi des témoignages de patrons, j'ai commencé à mieux découvrir le monde de l'entrepreneuriat et ça inspire évidemment quelques réflexions. Donc je laisserai plutôt Benoît parler du monde de l'entreprise, moi je vais plutôt vous parler de la philosophie, puis on verra évidemment les ponts qu'on peut faire entre les deux. Sur la philosophie, je vais quand même vous rappeler, parce que je pense qu'ici vous êtes plutôt des personnes qui connaissaient bien le monde de l'entreprise, vous avez été formés pour ça, vous travaillez dedans, vous êtes des étudiants qui allaient travailler dans le monde de l'entreprise, vous n'êtes pas forcément des gens qui avaient tous étudié la philosophie. Alors en quelques mots, juste pour vraiment de manière extrêmement rapide, vous rappeler un peu ce que c'est que la philosophie. Déjà, l'histoire de l'humanité a commencé sans philosophie, elle a commencé plutôt, l'être humain a utilisé plutôt son cerveau, on va dire droit, qui est plutôt le cerveau intuitif, pour se relier au monde à travers son imaginaire. Et ce qui a dominé très longtemps dans l'histoire de l'humanité, notamment dans toute la période préhistorique et à travers toutes les peuplades qui se sont développées, c'est plutôt un rapport mythique au monde. C'est-à-dire qu'on cherchait à interpréter le monde à travers l'imaginaire. Et on a construit comme ça des grands mythes, des grands récits qui ont permis progressivement de structurer notre rapport au monde, donc à la nature, aux autres vivants, au cosmos. Et il a fallu attendre très longtemps pour que se développe un processus de rationalisation
dans lequel on va davantage utiliser notre raison logique pour essayer d'organiser la vie sociale et de comprendre le monde. Et pour ça, il faudra passer par ce premier grand tournant de l'histoire humaine, qui est le passage du paléolithique au néolithique. Et c'est le néolithique avec le passage des modes de vie où l'être humain était un chasseur-cueilleur, nomade, par petites tribus. Il va se sédentariser, il va devenir agriculteur, sédentaire, il va créer des villages, des cités, des royaumes, des empires. Et c'est dans ce mode de vie qui bouleverse complètement son rapport au monde que va se développer ce processus de rationalisation qui commence probablement avec le néolithique et qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire plus ça va, plus nos organisations de vie demandent de la logique, de la rationalisation, de la raison, de la compréhension. Et du coup, je dirais que le mythe va reculer. Et donc, lorsque l'être humain se sédentarise, qui vit dans des cités où il y a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'habitants, eh bien, il y avait des cités très importantes dans le monde antique, il va avoir besoin de plus en plus d'organiser, de rationaliser son mode de vie, etc. Et c'est dans ce contexte-là, où la technologie va aussi se développer, que va naître la philosophie. C'est-à-dire une pensée réflexive sur soi-même et sur le monde, qui cherche à dépasser le mythe, qui cherche à dépasser la religion, qui cherche à dépasser l'imagination et les représentations qu'on peut avoir imaginatives du monde. Et c'est comme ça qu'on sait qu'en Grèce, notamment, est né aux alentours du 7e siècle avant notre ère, des penseurs qui vont chercher à analyser, à comprendre les lois du monde en dehors des explications mythologiques, qui avaient des explications extraordinaires pour expliquer comment l'être humain était né, comment le monde s'était développé, etc. Et donc, il y avait des explications mythologiques ou religieuses. Et ce sont les premiers physiciens, finalement, qui vont chercher à comprendre comment fonctionnent les lois du monde. Et on peut dire que la philosophie est née par l'observation rationnelle du monde pour chercher à comprendre ces lois au-delà des explications. Pourquoi il y a du tonnerre ? Ce n'est pas uniquement parce que Zeus est en colère, c'est parce qu'il y a un phénomène atmosphérique, etc. Et donc, d'ailleurs, c'est intéressant de savoir que les plus grandes conceptions du monde qui aujourd'hui sont tout à fait acceptées, comme le fait que la Terre tourne autour du Soleil, etc., c'était déjà perçu par les premiers physiciens. Il y a déjà des physiciens, bien avant qu'on puisse le prouver scientifiquement, qu'on avait eu déjà les grandes intuitions. L'atomisme a été déjà proposé par Démocrite, qui nous disait que tout le monde était constitué d'atomes qui s'assemblaient entre eux, etc. Donc il y a eu des intuitions très fortes des premiers philosophes qui étaient donc des physiciens, et puis les choses ont été démontrées évidemment plusieurs millénaires plus tard. Et puis progressivement, la philosophie s'est intéressée à l'être humain. Et on peut dire que le grand tournant, c'est avec Socrate, qui nous dit qu'au fond, la philosophie, c'est pas simplement l'observation du monde, c'est l'observation de soi. C'est la compréhension de l'être humain. Comment est-ce que nous fonctionnons ? Et puis, c'est la recherche de sens. Pourquoi l'être humain est-il sur Terre ? Est-ce que sa vie a un sens ? Est-ce qu'il est sur Terre pour une chose ou pour une autre ? Est-ce qu'il y a une vie après la mort ? Est-ce qu'il est immortel ou pas, ou mortel ? Et là, il y a eu plein de débats. Vous avez des gens comme Épicure qui dit non, qui est proche de Démocrite, nous sommes tous composés d'atomes et tout ça va se dissoudre après notre mort et rien ne va subsister. Et puis vous avez Socrate, et puis vous avez les stoïciens, et puis vous avez les Platon, et puis vous avez les Plotin et d'autres, et la majorité des grands courants philosophiques de l'Antiquité qui pensent qu'au contraire, l'être humain est composé d'un corps qui périt et d'une âme qui est immortelle. Et que cette âme-là va subsister après la mort, et que donc il faut vivre de manière vertueuse, parce que dans l'au-delà, nous continuerons notre vie en fonction aussi de ce que nous avons vécu sur Terre, et donc il y a un enjeu éthique très important qui dépasse même le cas de cette existence. Donc il y a eu tous ces débats sur l'immortalité de l'âme, tous ces débats sur l'éthique, sur comment mener une vie bonne, une vie heureuse, et au fond la philosophie, très vite, c'est donné pour objectif pratique, donc au-delà de l'observation des lois du monde, c'est donné pour objectif pratique de donner une éthique de vie, c'est-à-dire des règles de vie qui permettent d'être le plus heureux possible en respectant les autres. C'est comme ça que dans le monde antique, et ça se passe aussi bien en Grèce pour l'Occident qu'en Orient, en Chine, en Inde, au même moment d'ailleurs. C'est passionnant de voir qu'on va trouver en Chine Confucius et Lao Tzu, on va trouver le Bouddha et les Upanishads en Inde, on va trouver le masdéisme en Perse. On voit à peu près partout dans des civilisations qui ne se connaissaient pas émerger ce grand questionnement philosophique.
comment créer une vie bonne qui permette à l'être humain de s'accomplir tout en respectant les autres. Être heureux tout en respectant le bien commun. Et donc là, il y a vraiment cette notion-là. Elle n'a cessé de traverser toute l'histoire de l'humanité jusqu'à nos jours. Elle continue d'être extrêmement pertinente. Elle est née à ce moment-là, au milieu du premier millénaire avant notre ère, aux alentours du 4e, 5e siècle, dans toutes les grandes civilisations. Ce qu'on appelle la période, le tournant axial de l'humanité. Puisque partout se posent les mêmes questions d'ordre philosophique et éthique. Alors donc la philosophie, on peut la considérer à la suite des anciens comme la recherche d'une vie bonne et heureuse dans un maximum de lucidité, puisque l'usage de la raison nous permet de critiquer toutes les interprétations imaginatives, mythiques, religieuses, etc., pour être au plus près de la réalité. Et je définis le philosophe comme quelqu'un qui cherche le maximum de lucidité en vue d'une vie bonne et heureuse. Et là, on voit tout de suite qu'il y a évidemment des ponts avec le monde de l'entreprise. Parce que le monde de l'entreprise n'est pas hors sol. Le monde de l'entreprise, les gens y passent, la majorité des gens y passent une grande partie de leur vie. Et donc, évidemment que la recherche d'une vie bonne et heureuse concerne aussi le monde de l'entreprise. On ne peut pas faire abstraction de cette question-là, un tiers de sa vie ou la moitié de sa vie, et se dire la vie bonne et heureuse, c'est ma vie familiale, c'est ma vie privée, c'est la nuit, mais les 8 heures ou les 10 heures par jour que je passe dans l'entreprise, alors là, on se fout complètement de cette question-là. Donc évidemment que la question de l'épanouissement, la question du bien-être, la question du sens, elle est présente aussi forcément dans le monde de l'entreprise, ne serait-ce que parce que les gens y passent beaucoup de temps. Et aujourd'hui, on voit que c'est une question, on va en parler, parce que je ne vais pas accaparer trop longtemps la parole, on va en parler ensemble, mais c'est une question qui revient en force, parce qu'on l'avait peut-être un peu oubliée. Et quand on voit que les gens enchaînent les burn-out, les malheurs, et qui quittent les entreprises, on se pose la question, mais pourquoi ? Parce qu'ils sont malheureux. Et donc, on a peut-être besoin de lier la question du bonheur, du sens et de la vie bonne avec celle de l'entreprise. Alors, il y a d'autres ponts et passerelles, évidemment, qu'on pourra faire entre la question de la philosophie et la question du monde de l'entreprise, mais c'est le premier point que je voulais mentionner, la question de la lucidité, de l'efficacité, de l'esprit critique, de la rationalité, est commune à l'entreprise et à la philosophie, et la question de la vie bonne et heureuse. Mais Benoît, je serais content de savoir, toi, quel pont tu établis entre ces deux notions, philosophie et entreprise, à partir de notamment ton expérience, qui est forte. Merci. Effectivement, moi j'ai une expérience de terrain, d'entrepreneur, toujours en vie, donc j'ai passé, j'ai passé toutes ces épreuves, je dirais, et pour moi l'entreprise est avant tout une aventure humaine. Et au début, il y a une genèse, il y a une source, et cette source est un entrepreneur ou une entrepreneuse qui est guidée par un élan créatif et qui veut réaliser quelque chose. Et puis ça se structure progressivement, et comme on le sait, il y a différentes parties prenantes, mais derrière un fournisseur, il y a une personne, derrière un banquier, il y a une personne, derrière un investisseur, il y a une personne, derrière un client, il y a une personne. L'entreprise est un organisme vivant qui vit dans un écosystème, mais qui est principalement composé de personnes, et on voit qu'il a un impact important, cet organisme vivant. Je crois que c'est très important de comprendre que l'entrepreneur vit en disruption. Il bouscule l'ordre établi. C'est-à-dire que par son innovation, son idée, il ou elle a une idée de faire des choses différemment. C'est toujours ça le point de départ. Et donc la lecture du monde dans lequel nous sommes est quelque chose de fondamental. Comprendre le monde dans lequel on est extrêmement important pour pouvoir avoir une idée pertinente qui va être portée et supportée par toutes les parties prenantes. Et alors se pose la question de notre époque, et on ne va pas s'étendre sur tout ce qui se passe à notre époque, mais force est de constater qu'on est à un point de bascule sans doute sans précédent dans l'histoire. C'est-à-dire que notre lien à la nature, on sait qu'on a toujours dépendu de la nature, mais c'est la première fois que la nature dépend de nous. Donc on est dans une relation, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est une nouvelle vision du monde, puisque jusqu'à présent, on s'est réfugié, ça a été souligné par Frédéric, dans notre rationalité, le cartésianisme « je pense donc je suis » par
de façon implicite, est une négation ou une omission du corps, des émotions et de notre dimension spirituelle. Et notre vie aujourd'hui, au XXIe siècle, a été, et toute notre civilisation occidentale et dont les modèles se sont exportés partout, ont été portés par cette vision spécifique du monde, de plus en plus déconnectée de la nature, et on sait qu'aujourd'hui, il est impératif de se reconnecter. Moi, je suis un fervent défenseur de l'entreprise. Ça m'a épanoui, ça continue à m'épanouir. J'ai vu tous les bénéfices de l'entreprise. C'est une source de création de richesse, c'est une source d'innovation sans précédent. Et j'ai la conviction que par rapport à tous les enjeux de notre époque, c'est sans doute un des vecteurs principaux qui va apporter des solutions pour le monde de demain. Et c'est en train de se passer. Donc ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est en train de se passer. La mutation qui est en cours est fondamentale. Et elle est extrêmement nécessaire, elle n'est pas assez rapide. Et ce qui m'intéresserait, c'est de voir, on sait, je dirais que un des grands changements de notre époque, des connexions à la nature, mais c'est aussi l'information. Et si on fait une analogie avec ce qui s'est passé au début du XVIe siècle avec l'imprimerie, on a vu que l'imprimerie a bouleversé l'ordre établi. Et à l'époque, il faut se souvenir, c'est l'Église qui vend des indulgences et qui maîtrise et qui contrôle tous les pouvoirs politiques, temporels, spirituels. Et grâce à l'imprimerie, le premier bouquin qui a été écrit, c'est la Bible, et imprimé, c'est la Bible, et diffusé, des questionnements ont commencé à arriver. Et puis, c'est des périodes très compliquées, le chaos, le 16e, le 17e, et puis une renaissance s'établit. Les Lumières, le monde industriel et une époque fascinante. Je crois qu'aujourd'hui, avec Internet et la circulation de l'information, on vit quelque chose de tout à fait similaire, mais de beaucoup plus violent et beaucoup plus rapide, qui est extrêmement déconcertant, mais sans doute le début d'un monde nouveau, d'une forme de renaissance qui va arriver. Alors ma question aux philosophes, c'est de dire quels sont... D'abord, y a-t-il eu dans l'histoire de l'humanité ici sur Terre des périodes et des courants de pensée qui ont influencé tellement et fait évoluer si rapidement les choses? Est-ce que ça a existé? Et quels sont, de manière synthétique, ces changements de pensée qui sont des sources d'espoir pour le monde de demain? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui qui fait que sans doute pour les générations futures, eh bien, le bien-être ici-bas sera beaucoup mieux que beaucoup le pensent aujourd'hui, avec toutes les limites planétaires, les 8 milliards de personnes et ainsi de suite? Si tu veux, je suis tout à fait dans ton analyse sur ces grands bouleversements. Je vous parlais tout à l'heure de la grande révolution du passage du paléolithique au néolithique, donc il y a 12 000 ans. Je vous ai évoqué un deuxième grand tournant axial de l'humanité au milieu du premier millénaire, avec la naissance de la pensée rationnelle, logique, de la philosophie qu'on retrouve un peu partout, et d'ailleurs des courants spirituels et de sagesse qui permettent à l'humain de s'interroger sur le sens de son existence. Et puis on peut dire qu'effectivement la Renaissance, 15e, 16e siècle, est aussi une grande révolution parce que c'est le début d'un mouvement, d'un triple mouvement, accentuation de l'esprit critique avec le cartésianisme, qui va effectivement décomposer les choses, analyser la matière en tant que telle, et ça va donner naissance à la révolution scientifique et technologique qui va bouleverser complètement nos vies. Et puis c'est aussi le développement de l'individualisation et de la globalisation. Et donc l'individu devient un sujet autonome, on s'intéresse à lui en tant que tel, il devient la valeur suprême, et du coup c'est un bouleversement complet par rapport au monde traditionnel qui normait l'individu. Même s'il y avait une certaine considération pour l'individu dans le monde antique, il restait toujours dépendant du global, du collectif. Il devait avoir sa place dans la cité, et même les philosophes grecs, comme Aristote nous dit, le politique est plus important que l'éthique. C'est-à-dire que l'individu doit avant tout respecter les lois de la cité. Et Socrate, qui est condamné injustement
parce qu'on l'accuse de corrompre la jeunesse. C'est une accusation totalement fausse. En fait, il attaque surtout la religion. C'est ça qui était gênant. Eh bien, il accepte de boire la ciguë parce qu'il veut respecter les lois de la cité. Il ne veut pas s'y soustraire, même si elles sont injustes. C'est-à-dire qu'il faut toujours respecter le collectif. Et ce qui apparaît déjà comme grande transformation à partir de la Renaissance et qui n'a cessé d'évoluer, c'est l'individualisation. C'est l'individu qui devient au centre du tout et non pas le collectif. Deuxième grand bouleversement, la globalisation. Le monde devient un village, et avec une accentuation très très forte au cours des 50 dernières années. Mais c'est un processus qui a démarré avec la Renaissance, et tout ça, comme tu l'as évoqué, dans la projection de l'Occident à l'échelle planétaire. Et aujourd'hui, on vit une occidentalisation massive du monde. D'où tous les phénomènes réactionnels, notamment dans le monde musulman, et hindou, et d'autres, qui refusent cette occidentalisation du monde, avec toutes ses valeurs, sa culture, sa standardisation des modes de vie, etc. Donc voilà, à très grands pas, ce qu'on vit. Et à l'intérieur de ça, on vit, je dirais, un bouleversement des deux grands conditionnements, on va dire des trois grands conditionnements de nos vies. Nous sommes conditionnés par l'espace, par le temps et par notre rapport à la nature. Donc, bouleversement de l'espace, on l'a compris, le monde est devenu un village. On sait par l'information instantanément ce qui se passe partout à l'autre bout du monde. Et par Internet, on communique partout à une vitesse foudroyante. Ça change complètement notre rapport à l'espace. Deuxième grand conditionnement, notre rapport au temps, qui pendant très longtemps, c'est le cas de le dire, a été lent. Le temps était lent et on vivait essentiellement au rythme de la nature. Et d'un coup, tout s'accélère. Non pas que le temps objectif s'accélère, mais le temps subjectif s'accélère, les rythmes sociaux s'accélèrent. Du coup, on a le sentiment que tout va très vite. Et que, évidemment, les révolutions technologiques permanentes font qu'il faut en permanence se réadapter. Moi, je connais aujourd'hui des personnes âgées qui ne peuvent plus vivre dans ce monde-là. Et ça va trop vite. Ils ne comprennent rien aux ordinateurs, aux outils technologiques. Ils prennent leur téléphone, on leur dit appuyez sur la touche temps, faites ci, faites ça. Ils n'y arrivent plus. Ils ont besoin d'un interlocuteur en face d'eux pour que ce soit humain. Et donc, cette accélération du temps modifie complètement notre rapport à la vie, aux autres, au monde, etc. Et le tout dans un déracinement de la nature que tu as évoqué, qui est extrêmement important. Puisque pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, effectivement, l'être humain se trouve non plus en sentiment de dépendance vis-à-vis de la nature, mais de domination de la nature. Il n'est plus ancré dans les lois naturelles de la nature. Il cherche à s'en émanciper au maximum par la technologie, à maîtriser totalement la nature. Et on voit aussi évidemment l'impact que ça a, puisqu'à partir du moment où il est devenu, il s'est coupé de la nature, qui est devenu un prédateur de la nature, il n'a pas respecté tout un certain nombre de grandes lois naturelles, il ne respecte pas les écosystèmes, on est dans un pillage des ressources naturelles, dans une destruction des écosystèmes qui a un impact considérable, et tout ça va nous péter à la figure, effectivement, avec la catastrophe écologique dont on cesse de voir, il ne faut plus dire qu'elle est annoncée, elle est là, hein, c'est-à-dire qu'on cesse de voir le réchauffement climatique, les glaciers qui fondent, les espèces qui disparaissent, et tous les effets que ça a de plus en plus. Donc la grande réflexion philosophique de notre temps, elle est de dire comment l'être humain peut à la fois s'adapter à tout ça, mais aussi ne pas être dans la fatalité de cette catastrophe écologique annoncée. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument réfléchir comment réorganiser nos modes de vie et nos organisations, à commencer par le monde de l'entreprise, dont je disais tout à l'heure qu'il est central dans toutes les sociétés modernes, pour faire que nous puissions éviter cette catastrophe écologique. Et c'est pour ça que je discutais il y a très peu de temps avec les étudiants de HEC. Et en discutant avec eux, et d'ailleurs beaucoup de manière informelle après, je voyais à quel point les jeunes d'HEC sont extrêmement sensibles à la question écologique. Ils ont demandé, ils ont exigé et obtenu qu'à partir de 2023, il y ait des cours sur l'écologie systématiquement dans l'école. Qu'on parle d'écologie, que ce soit enseigné au même titre que la gestion, que le marketing et que le business, etc. Parce que c'est la grande question qui les préoccupe. Ils ont aussi exigé depuis quelques années que toutes les grandes entreprises qui veulent les recruter affichent au fond l'impact qu'ils ont sur la planète au niveau écologique. Parce qu'ils n'ont pas envie de travailler dans des entreprises qui détruisent la planète. Donc on voit qu'il y a déjà une préoccupation éthique majeure qui est ce sens du bien commun. Alors aujourd'hui, c'est plus uniquement la cité. Hein. Je vous parlais des Grecs. Aristote nous disait le politique est supérieur à l'éthique. Pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est la planète qui est supérieure à tout le reste. C'est le bien commun de tout le monde, à la fois des occidentaux, des non-occidentaux, des humains et des animaux.
Et il s'agit de penser global et de se dire mais comment est-ce qu'on peut vivre en respectant le plus possible les équilibres naturels, en respectant les autres vivants. D'ailleurs, beaucoup de jeunes de plus en plus deviennent végétariens ou flexitariens parce qu'ils ne veulent plus participer aussi à la destruction des animaux, à leur souffrance et aux conséquences écologiques tragiques de la surproduction de viande. Donc on voit qu'il y a une préoccupation du bien commun planétaire par les jeunes générations qui impacte encore assez peu les anciennes générations. Nous vivons encore dans un monde dans lequel on n'a pas intégré cette dimension-là suffisamment, alors que les jeunes l'intègrent de plus en plus. Et donc je crois qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur quelles sont les conséquences de son activité sur la planète. Ça me paraît majeur si elle veut continuer de recruter des jeunes motivés, intelligents, qui ont envie de s'engager. Et on voit d'ailleurs de plus en plus aussi des difficultés qu'ont les entreprises à recruter, parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui, ils veulent sortir de ce système. Et il y a eu beaucoup d'enquêtes sociologiques. J'ai fait un livre là récemment sur le désir, et j'ai étudié dans un chapitre le désir des jeunes d'aujourd'hui. Et il est très différent du désir de leurs aînés, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, alors je ne dis pas une majorité, mais de plus en plus de jeunes préfèrent une vie de qualité de relation avec les autres, qualité de relation avec l'environnement, avec la nature, qualité de vie, tout simplement, plutôt que de s'endetter, de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir ensuite payer des traites pour une maison, une voiture, une Rolex, etc. Ça ne leur parle plus. Alors qu'il y a 20 ans, c'était l'objectif numéro 1 de tout le monde. Et aujourd'hui, dans les sociétés avancées, je ne parle pas dans les sociétés en voie de développement, dans les sociétés avancées, il y a un retour vers d'autres valeurs, une réorientation des désirs. Et aujourd'hui, le consumérisme à tout crin ne fait plus rêver de plus en plus de jeunes. Je ne dis pas une majorité, je dis de plus en plus de jeunes. Mais vous savez, c'est ça qu'il faut observer. En sociologie, on sait toujours que quand on voit une minorité cultivée, forte, qui est en train d'avancer dans une direction, ça impulse ce qui va dominer dans 20, 30 ou 40 ans. Et donc, c'est ça qu'il faut observer. Cette tendance-là, elle est très puissante. Et aujourd'hui, on observe que dans les enquêtes, posséder une Rolex, c'est devenu ringard pour beaucoup de jeunes. Alors que pour la majorité courte encore et pour nos générations d'avant, c'était un signe de reconnaissance sociale très important. Et aujourd'hui, pour beaucoup de gens, non, c'est quelque chose de ringard. Il vaut mieux acheter des fringues d'occasion. Il vaut mieux rouler en colocation que d'avoir un gros 4x4 en ville. Il vaut mieux utiliser les transports en commun. Et tout ça, ce sont des valeurs qui sont en train de changer. Et si l'entreprise n'intègre pas l'évolution de ces valeurs, elle va se planter. Et dans la vente de ces produits, qui sont encore dans les normes standards d'il y a 10, 15 ou 20 ans, mais tout ça est en train d'évoluer. Et également dans le recrutement de ces salariés. Parce qu'il y a des gens qui ne voudront plus être dans ce système uniquement de la performance, de la compétition. Tu parlais de l'humain, et je te redonne la parole tout de suite parce que je suis trop bavard. Tu parlais de l'humain, mais il y a plein de jeunes qui ne veulent plus de la compétition et d'une entreprise où on les met en compétition les uns contre les autres. Ils préfèrent la collaboration. Ils préfèrent que les gens s'entraident au profit de l'entreprise d'ailleurs. Et que l'entreprise ne soit pas non plus un vecteur, encore une fois, de destruction de l'environnement. Et donc, on voit que cet esprit de collaboration, c'est quelque chose aussi, une valeur forte qui est en train de se développer et qui peut aller, je dirais, à contrario de ce qu'on a vécu pendant des dizaines d'années où c'était seulement la compétition, la performance qui était le stimuli principal, la valeur recherchée, l'efficacité à tout prix. Et donc, il y a d'autres valeurs qui sont en train d'émerger, plus humaines, plus respectueuses de l'environnement. Et ça me paraît très important de réfléchir à tout ça pour les entreprises. Benoît, tu es bien d'accord avec tout ça? Parce que c'est ce que tu essayes de faire. Parce que Benoît, il recherche tout ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec tous les constats et je reste très optimiste. Et en filigrane de tout ce discours, il y a la question de la croissance. Et il y a beaucoup de gens qui sont contre la croissance. Et moi, je suis pour la croissance. Et je crois qu'il y a une opportunité de croissance qualitative illimitée, pas quantitative. Donc, c'est changer de paradigme et ce n'est pas une croissance matérielle et matérialiste, c'est une croissance de la qualité de vie, la qualité de nos relations, de la qualité de l'environnement, de la qualité de notre santé. Et donc, pour ça, il faut réinventer complètement l'entreprise. Et c'est en train de se faire. L'entreprise est un organisme vivant. L'objectif d'une entreprise n'est pas de maximiser, comme c'est écrit dans les textes de loi,
la valeur pour l'actionnaire et qui a été enseigné dans toutes les écoles de commerce. Le but de l'entreprise est de maximiser la valeur pour toutes les parties prenantes, y compris les actionnaires, bien entendu, mais c'est l'ensemble des parties prenantes sans en négliger aucune. L'entreprise doit être guidée par le sens et par la confiance. Et pourquoi le sens et la confiance? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une désertion, on parle du grand désengagement. De plus en plus de gens veulent quitter le monde de l'entreprise parce qu'ils n'y voient plus le sens et n'y voient plus la confiance, ni l'abri où ils se sentent bien et peuvent grandir de manière large. Mais ça va bien au-delà des collaborateurs. Il y a de plus en plus de consommateurs, nous sommes des consommateurs, qui sont responsables et veulent acheter des produits qui sont de qualité, avec un service de qualité, mais des produits qui ont du sens, c'est-à-dire où il est prouvé qu'ils n'ont pas été construits, développés, produits au détriment de la planète ou d'autres humains. Et donc, ce changement de vision des choses, qui est beaucoup plus complexe parce qu'on doit intégrer dans l'équation d'autres variables, je pense qu'il est en cours. Les mesureurs utilisés, que ce soit au niveau microéconomique et macroéconomique, doivent être complètement revisités et sont en train d'être revisités. Certains connaissent le label B Corp. Moi, j'ai été très actif dans ce domaine. Et c'est vrai, on a parlé de l'association Montagne Alternative. Malheureusement, ça ressemblait fort à une association parce qu'on n'a pas gagné d'argent pendant plus de 10 ans, à mon grand désarroi. On en gagne maintenant. C'est une entreprise et c'est une B Corp, la première en Suisse. Et le but de B Corp, ça a été fondé par des Américains, c'est « Use business as a force for good », utiliser l'entreprise comme une force de transformation. Et ça guide l'entreprise avec un outil de mesure dans ses relations avec toutes les parties prenantes. Et ça essaye, le but de B Corp, c'est d'aider l'entreprise à améliorer sa relation avec l'investisseur, sa relation avec l'environnement, sa relation avec les collaborateurs, sa relation avec les fournisseurs, la gouvernance transparente. Tout ça est en train d'arriver. En termes plus globaux, vous savez comme moi que Emmanuel Faber est engagé sur ces domaines. IFRS et ce qu'il dirige, ISSB, International Sustainability Standard Board, c'est ce dont s'occupe Emmanuel Faber, pour implémenter des nouvelles normes comptables qui vont évaluer quel est l'impact de l'entreprise sur le plan social et environnemental. Tout ça est en cours et on n'a pas le choix. Les comptabilités nationales vont devoir être revisitées. On apprend ici dans les cours de macroéconomie qu'on a un PNB, mais on ne tient pas du tout compte de la destruction de valeur qu'un PNB en croissance engendre. C'est-à-dire la destruction de l'environnement, l'appauvrissement des sols, la qualité des eaux, la qualité de l'air, la disparition d'espèces. Tout ça n'est pas intégré dans l'équation et dans les comptabilités. Mais en gérant un pays, on devrait tenir compte de ce stock qui est notre source de vie, notre source de nourriture, d'énergie et ainsi de suite. Donc je crois, mon point, c'est que l'entreprise est en train de vivre une transformation, mais fondamentale, qui requiert, on en parlera juste 2 minutes après, des modes de leadership qui sont fondamentalement différents. On passe d'un leadership autoritaire, de chef de guerre, à des chefs d'orchestre. On va reparler ça plus tard. Mais je pense que cette transformation, vous, ici dans la salle, anciens ou nouveaux ou encore étudiants à l'échec, il y a cette opportunité d'oser disrupter la façon dont on gère les entreprises. Et par expérience, je peux vous dire que ce n'est pas le chemin le plus facile, mais par expérience, et je ne suis pas un saint, je fais encore beaucoup de bêtises malheureusement, mais par expérience, je sais que, en fait, si on réhumanise l'entreprise, et si le sens et la confiance sont là, toutes vos parties prenantes vont toujours vous supporter. Vos banquiers vont vous supporter, vos clients vont vous supporter, vos actionnaires vont vous supporter. Les gens vont porter votre projet avec vous parce que tout le monde est conscient des enjeux. Et si c'est pertinent, il y aura toujours des solutions. Si ce n'est pas le cas, par contre, les problèmes peuvent venir très vite. Et les chutes de valeur et le démantèlement d'entreprise ou la fuite de talents peut arriver extrêmement vite.
Donc mon message, c'est que des nouvelles organisations vivantes, il y a plein de noms qui sont géniaux, c'est une réalité. Et je milite personnellement pour que ces changements arrivent le plus vite. Et il faut savoir, on dit que c'est drivé, principalement l'entreprise est drivée par ses actionnaires, et c'est une réalité. Il faut savoir qu'il y a une grande partie d'investisseurs qui ont cette même vision et qui sont des humains et qui veulent donner un sens à leur argent. Ce n'est pas encore une majorité, mais c'est ce type d'investisseurs, Impact Investment, ESG, toutes ces choses-là, on en parle de plus en plus. Il y a du greenwashing, il y a des tas de choses. Mais il y a des gens qui ont une intention réelle d'utiliser leur argent pour laisser à leurs enfants, pas une somme d'argent dans une planète invivable, mais leur laisser une planète vivable où il y a moyen de s'épanouir avec des opportunités de développement. Et je crois que c'est une responsabilité, et là je deviens activiste, et je crois qu'un chef d'entreprise aujourd'hui doit être activiste. Je plaide pour un réveil et un engagement fort de nous tous, en tant que consommateurs, investisseurs, dirigeants, collaborateurs. On peut être le changement qu'on veut voir dans le monde. C'est une certitude. Bon, je me suis un peu emballé. À toi, Frédéric. Cette magnifique phrase de Gandhi que tu viens de citer est très inspirante. Donc je suis complètement en phase. Vous comprenez pourquoi on s'entend bien. C'est qu'effectivement, je trouve que Benoît incarne, en tant qu'entrepreneur, toutes ces valeurs auxquelles je crois profondément, valeurs humanistes et au-delà, plus qu'humanistes d'ailleurs, qui intègrent tout le vivant en fait. Parce qu'il peut y avoir un humanisme qui se coupe des animaux, de la nature, puis un humanisme qui les intègre comme faisant partie de la vie, et nous avons besoin de vivre en harmonie avec la nature, avec les autres espèces vivantes, et qui ont tous une place extrêmement importante dans ces écosystèmes. Et lorsqu'on détruit un écosystème, c'est quelque chose qui nuit tôt ou tard, ou qui nuira tôt ou tard à l'humanité. Tout a une fonction, une utilité, c'est assez extraordinaire, je trouve, l'harmonie du vivant. Donc j'adhère complètement évidemment à cette vision totalement nouvelle dont nous parle Benoît, de la manière dont l'entreprise peut se sentir, quel rôle elle peut avoir dans nos sociétés. Et je crois que derrière tout ça, il y a au fond un grand changement de paradigme qui est en train de s'opérer. C'est que on voit bien, on vit dans un monde qui est en crise permanente. On passe d'une crise à l'autre, une crise économique, à une crise sanitaire, à une crise écologique qui enveloppe tout, à des crises des relations internationales. Et c'est pas fini, parce que le mot crise, ça veut dire, vous savez, l'étymologie en grec, ça peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne peut pas continuer. On est dans une logique qui est à terme mortifère, qui va contre la vie. Et donc toutes les crises sont là pour nous dire stop, il faut changer. Il faut changer quelque chose. Lorsqu'on a une crise personnelle dans notre vie, c'est souvent qu'il y a quelque chose à changer. Ou dans notre boulot, ou dans notre vie de couple, ou dans notre santé, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, effectivement, la crise nous indique qu'il faut changer quelque chose. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir l'étymologie du mot crise en chinois, parce que c'est complémentaire. Ce sont deux idéogrammes, l'un qui veut dire danger, et l'autre opportunité. Ça, les Chinois, il y a toujours cette subtilité qu'on voit que la crise peut apporter un danger qui nous met effectivement, qui nous fait peur, ça nous déstabilise, ça change complètement nos modes de vie, mais c'est une opportunité aussi de regarder les choses autrement, et ça rejoint la première étymologie, c'est que quand quelque chose ne va pas, il faut changer notre regard, il faut voir les choses autrement. Et je crois que ce qu'on est en train de vivre, c'est une crise globale, une crise systémique, qui fait système, qui nous oblige à voir les choses autrement. Et donc la philosophie est là pour nous faire regarder les choses autrement, pour sortir de nos préjugés, de notre confort intellectuel, de notre manière de penser classique, pour penser autrement, pour regarder autrement, pour vivre autrement. Et qu'on n'a plus vraiment le choix, parce qu'on a cette épée de Damoclès sur la tête. Alors soit on peut effectivement le vivre de manière subie, et c'est pas marrant du tout. Et se dire, non, on est obligé de changer nos modes de vie parce que sinon la planète va pas le supporter, on va rendre la Terre inhabitable, etc. Si c'est vécu de manière subie, évidemment que c'est très difficile. Alors qu'on peut le vivre de manière voulue. On peut y voir une opportunité joyeuse, quelque chose de positif.
Et je crois que la manière de comprendre les choses qui peut nous rendre joyeux, ce changement de paradigme qui nous est quelque part imposé, eh bien, c'est effectivement de comprendre qu'on peut passer du règne de la quantité au règne de la qualité. Et je crois que ce qu'il y a derrière toutes les crises que nous venons d'évoquer, c'est la loi de la quantité. C'est la quantité qui domine tout. Le rendement, la rentabilité, la maximisation des profits, etc. La quantité. Et au fond, ce que nous invite à faire cette crise, pour en sortir, il faut passer de la logique dominante de la quantité à la logique dominante de la qualité. Et rechercher davantage une qualité de vie, une qualité d'être, une qualité de relation avec les autres, une qualité des produits, une qualité de relation avec notre environnement, etc. Et c'est ce à quoi aspire l'être humain profondément. Nous aspirons tous à la qualité. Et nous vivons dans un monde conditionné par la logique de la quantité. Et je crois que ce passage de la quantité, il ne s'agit pas de supprimer les chiffres, le rendement, la rentabilité, mais que ce ne soit pas ça qui soit le moteur de tout. Et dans l'entreprise, comme tu le disais, ça ne doit plus être la maximisation des profits pour les actionnaires. Ce n'est plus tenable. D'un point de vue écologique, d'un point de vue social. Et donc, il va falloir effectivement aller vers une qualité dans laquelle les gens s'y retrouvent, y compris les employés des entreprises. Parce qu'on le voit bien, quand une entreprise fait des profits maximum, mais les gens se mettent en grève. Ils disent c'est pas possible, on ne peut pas faire qu'il n'y ait que les actionnaires qui s'enrichissent alors que les autres ont du mal à joindre les deux bouts pour leur fin de mois. Donc ce n'est plus socialement acceptable. Et donc effectivement, je crois que ce passage de la quantité à la qualité, pour moi, il est joyeux. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très positif. Il s'agit de retrouver... Alors évidemment, vous allez me dire, je suis un peu influencé, je vis 6 mois par an en Corse. La Corse, c'est « Oh, pourquoi tu te presses ? Ou tu cours comme ça ? Prends le temps de vivre. Regarde le paysage. Elle n'est pas belle, la vie. » Bon, les Corses, ils ont le sens de la qualité. Ils savent prendre le temps de vivre. Et quand vous arrivez de Paris, que vous courez, que vous êtes stressé et tout, vous dites « Calme-toi ». Et évidemment, ça m'a un peu marqué. Mais je vis beaucoup mieux depuis que je vis en Corse qu'à Paris. Parce que je prends le temps de vivre, de regarder le paysage, de discuter avec mes voisins, d'avoir un temps avec des animaux, de me promener, et puis de faire un travail qui reste passionnant, que je peux faire chez moi. Je ne suis pas obligé d'être effectivement tout le temps dans un monde d'entreprise. Mais on peut vivre ça dans l'entreprise aussi. On peut créer des conditions de vie dans l'entreprise qui favorisent la qualité. Moi, je dis souvent, l'entreprise, elle n'est pas là pour faire le bonheur des individus. On ne doit pas demander à une entreprise de me rendre heureux. Mais on peut au moins lui demander de ne pas me rendre malheureux. C'est-à-dire d'éviter tout ce qui empêche l'humain de s'épanouir. Donc un cadre de vie, un cadre de travail, des relations qualitatives et un mode de management respectueux de l'être humain. Lorsque on m'a demandé plusieurs fois de faire des conférences dans des grandes entreprises où il y avait des énormes problèmes humains, notamment des suicides, etc. Donc j'ai fait des conférences à Orange, à Total, dans plein d'entreprises où il y avait des difficultés particulières. Et j'interrogeais toujours les employés en disant, ou les cadres, quelle serait pour vous la principale qualité d'un manager ? Et ce qui ressort, mais tout le temps, c'est la bienveillance. Ce qu'on attend d'abord d'un manager, c'est de la bienveillance, qui nous considère, qui nous respecte, qui nous parle en considérant qu'on est un être humain et pas un robot. Et ça m'a alerté sur le fait que, eh bien, souvent, les méthodes classiques de management n'étaient pas mues du tout par la bienveillance, mais par toujours la quantité. Un manager, c'est celui qui doit pousser le plus possible c'est des personnes dont il a la responsabilité pour qu'ils fassent le maximum de chiffres. Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on va permettre aux humains de s'épanouir et donc d'obtenir aussi des bons résultats. Parce que je pense qu'un être humain qui s'épanouit, un être humain qui est heureux, un être humain qui aime aller à son travail, il fera aussi un meilleur travail. Il obtiendra peut-être des meilleurs résultats que s'il est malheureux. Et puis plus il est malheureux, plus il tombe en burn-out, il arrête, il démissionne, il se suicide, etc. Donc ce n'est pas une solution à long terme. Ce qui fait que je crois qu'il y a une révolution du management qui est aussi en cours, dont tu nous as parlé, et sur lequel je pense qu'on peut y revenir à travers la personnalité du leader, c'est-à-dire en quoi le leader peut impulser une autre manière de vivre ensemble dans l'entreprise. Le leader, on en a parlé, effectivement, je crois qu'il doit être inspiré, et en tout cas inspiré pour engendrer des innovations et ouvrir des voies, et si possible être inspirant, c'est-à-dire pour attirer des talents
et permettre aux talents de se développer. Et on rentre dans l'économie de la connaissance, on le sait, mais l'économie de la connaissance, pour être dans des conditions de créativité et d'optimiser la connaissance, il faut être dans un climat de confiance et un climat où les émotions positives des personnes sont libérées. Et donc pour moi, le rôle d'un leader des temps modernes, du XXIe siècle, activiste, transformateur et solutionnaire pour le monde de demain, est quelqu'un qui a ces qualités, qui s'axe sur la création du sens et répéter en permanence pourquoi l'entreprise existe et la mission noble de l'entreprise. Et on peut trouver une mission noble dans toutes les activités et qui crée ce climat de confiance pour que les talents, les clients, les fournisseurs, les investisseurs, que toutes les parties prenantes puissent s'épanouir pleinement. Et c'est un changement de paradigme complet. Et d'après moi, il doit pouvoir, et je fais référence, et je vais repasser la parole à Frédéric, il doit pouvoir être au service et pas se servir. Et quelque part, il doit être un pourvoyeur ou un créateur de joie. La joie du client, bien entendu, mais la joie de l'actionnaire, la joie du collaborateur, la joie du fournisseur. Et il devient quelque part l'ambassadeur de sa marque. Il doit incarner sa marque. Alors, j'ai beaucoup de chance de travailler avec, aujourd'hui, c'est mon épouse qui est une de mes partenaires cofondatrices de Resilience Institute Europe. Toujours première à l'ICHEC, donc une voie royale. Et on est dans une entreprise un peu disruptive, qui on aurait été considéré comme hérétique il y a quelques années. Mais nous pensons, notre point de vue, c'est que la performance d'une entreprise dépend de la bienveillance de ses employeurs. Et notre approche consiste à développer la bienveillance. Je ne vais pas m'étendre sur tout ce qu'on fait parce que c'est fantastique et on est en croissance et on est très heureux. Mais de plus en plus d'entreprises font appel à nos services. On a une plateforme digitale, on est une petite entreprise, une cinquantaine de personnes présentes partout dans le monde. Mais se rend compte qu'aujourd'hui, il faut aider les services ressources humaines, gestion des talents, à libérer les personnes et ne plus être dans une logique extractive de leurs connaissances, mais plutôt dans une logique régénérative des personnes en leur permettant de s'épanouir dans toutes leurs dimensions physiques, émotionnelles, cognitives et spirituelles, c'est-à-dire leur donner un sens au travail. Et en créant ces conditions, on permet d'augmenter largement l'engagement, la créativité, diminuer l'absentéisme, éviter les burn-out. Et pour finir, en fait, tout ça est vertueux. Alors ma question, c'est la suivante. Désolé pour la publicité, mais ça vaut la peine de s'intéresser à ces sujets. Il y a plein d'autres gens qui le font presque aussi Institute. bien. Comment le logo souvent on dit Frédéric Lenoir est le philosophe de la joie. Et tu as visité en profondeur, tu connais très bien différentes personnes qui ne sont plus là. Mais Spinoza, il a découvert des choses sur le fonctionnement humain bien avant d'autres. Frankl, tout ce courant de psychologie positive et de libération de l'être humain, c'est quand même quelque chose qui est nouveau. Ça, c'est un volet. Je crois que ça vaut la peine d'en parler parce que je crois qu'aujourd'hui, on doit intégrer ça dans nos modes de gestion. Et puis aussi, d'où vient l'intuition, d'où viennent ces idées, comment se fait-il qu'un Steve Jobs, qu'un Ernest Solvay, pour parler de la Belgique, ait des connexions soudaines en disant il faut aller là, sans en avoir fait la démonstration. D'où viennent ces intuitions, cet élan créateur? Et je pense à Bergson et à d'autres. Et tu penses que je vais te répondre là? J'en suis même sûr, D'où parce vient que là, l'intuition? il est dans son cœur de... Non, enfin, je ne vais pas te répondre sur d'où vient l'intuition, mais souligner l'importance de l'intuition, oui. Sur la joie, effectivement, j'aime beaucoup ce grand philosophe qui est Spinoza et qui d'ailleurs inspire beaucoup aujourd'hui de scientifiques, de biologistes, d'économistes, parce qu'il a une vision, une compréhension de l'être humain qui est extrêmement pertinente, alors qu'il a vécu au XVIIe siècle.
Et au fond, il nous dit il faut sortir de la dichotomie traditionnelle, reprise par Descartes, de l'être humain divisé entre un corps et une âme. Il nous dit les deux, on ne peut pas les séparer, ils fonctionnent toujours ensemble, etc. La vraie dualité, elle n'est pas là. La vraie dualité dans l'être humain, elle est entre la joie et la tristesse. Et au fond, elle est entre ce qui nous rend passifs et ce qui nous rend acteurs, actifs. Et il nous dit la joie, c'est lorsqu'on instaure, on est la source de notre action et qu'on augmente notre puissance vitale. Chaque fois que nous augmentons notre puissance vitale, nous sommes dans la joie. Chaque fois que nous diminuons notre puissance vitale, que nous subissons, que nous sommes passifs, nous sommes dans la tristesse. Et il nous dit, c'est ça la grande dualité de l'être humain, c'est soit d'être passif, soit d'être actif, soit d'être joyeux, soit d'être triste. Donc la joie, c'est lié à l'action. C'est d'être le moteur de son action, de sa vie, c'est de pouvoir donner du sens à sa vie, c'est de pouvoir être acteur de sa vie et non pas subir sa vie. Et donc, effectivement, un entrepreneur, a priori, il est à fond là-dedans. Et donc, il y a beaucoup de joie à être entrepreneur. Il y a beaucoup de joie à instaurer quelque chose, à inventer quelque chose, à être créatif, à progresser. Puisque Spinoza nous dit, le progrès, le fait de grandir, de s'améliorer dans tous les domaines, à la fois dans l'être et dans l'avoir, c'est quelque chose qui nous met dans la joie. Alors que chaque fois qu'on diminue, qu'on perd, qu'on rencontre des obstacles, on est dans la tristesse. Et donc, il nous dit, il s'agit d'orienter nos actions en suivant notre nature singulière. Ça, c'est une idée fondamentale. Nous sommes tous différents. Il n'y a pas deux êtres humains similaires. Il n'y a pas deux visages similaires. Il n'y a pas deux êtres humains similaires. Il s'agit de détecter en nous, par l'introspection, par la connaissance de soi, qu'est-ce qui nous convient. Et donc, quels sont les talents personnels singuliers qu'on doit développer pour pouvoir être dans la joie. Parce que si on imite ceux des autres, on risque d'être dans la tristesse. Or, on a découvert de plus en plus que nos désirs sont mimétiques. Nous commençons par désirer ce que les autres désirent. Et socialement, nous désirons ce que la société globale dans laquelle on est désire. Et je le disais tout à l'heure, lorsqu'une société globale considère que tel objet est un signe de réussite sociale et de reconnaissance, tout le monde va désirer cet objet. Si demain, on considère que cet objet est ringard, plus personne ne le désirera. Et on désirera autre chose. Et donc, les désirs sont collectifs. Nos désirs personnels sont normés par des désirs et des valeurs collectives. Nous commençons par désirer ce que nos parents désirent. Puis après, les ados, ils désirent ce que leurs copains désirent, ce que leurs modèles, les stars désirent, etc. Et donc, il s'agit, pour être dans la joie, une joie profonde, d'aller vers nos désirs et nos talents personnels. Et il ne s'agit pas de faire tel boulot parce que mon père voulait que je fasse tel boulot. Il ne s'agit pas d'écouter les désirs des autres. Il s'agit d'écouter ses désirs personnels. Et pour ça, il faut être un peu à l'écoute de soi. Ce que Carl Gustav Jung, le grand psychologue suisse, appelle le processus d'individuation. L'être humain, à un moment donné, doit s'écouter lui-même et ne plus écouter et imiter les désirs des autres. Et il nous dit que le processus d'individuation se fait entre 35 et 50 ans. Parce qu'avant, on a le nez dans le guidon, on imite les désirs des autres et on n'est pas vraiment soi-même. Et on devient de plus en plus soi-même avec l'expérience de la vie. Et on découvre que, entre 35 et 50 ans, ce qu'on peut appeler la crise du milieu de vie, qu'est-ce qui me convient vraiment ? Est-ce que j'ai choisi le métier qui me convient ? Est-ce que je le vis d'une manière épanouissante pour moi ? Ou est-ce que je n'accepte plus le mode de vie que j'ai ? Est-ce que j'ai choisi la bonne personne ? Est-ce que ma sexualité est celle qui me convient vraiment ? Ce sont toutes ces questions-là qu'on se pose, qui fait qu'on devient un individu singulier. Et là, il rejoint Spinoza, qui nous dit il faut d'abord se connaître pour savoir ce qui est bon pour moi, ce qui me met dans la joie, ce qui me fait grandir. Et donc, pour relier tout ça à l'entreprise, c'est qu'au fond, pour être heureux, pour s'épanouir, pour être dans la joie, il faut exercer ses talents personnels et sa créativité. Et là, on rejoint, tu citais Bergson, cette idée fondamentale du philosophe Bergson, de l'élan vital. Il nous dit, au fond, on voit bien que la nature est traversée par cet élan vital, cette force créative qui crée en permanence de la nouveauté. Et donc, contrairement aux grandes théories biologiques de son temps qui disaient, au fond, tout est prédictible à partir si on connaît les données premières de la vie, on pourra savoir ce qui a engendré toute la loi de causalité qui fait que tout est prédictible. Il ne nous dit pas du tout. Il y a du hasard, il y a des choses qui arrivent, absolument pas prévisibles. Et en permanence, la vie est créative, elle bifurque de manière surprenante. Et donc, il y a en permanence de la création dans la vie. Et ce qui rend l'être humain le plus heureux, c'est d'être créatif. C'est de participer à l'élan vital. C'est de se relier à cet élan vital qui le rend créateur. Et donc, évidemment que ce qui rend heureux un être humain dans la vie d'entreprise, c'est qu'on fasse confiance à son talent et à sa créativité. Et un chef d'entreprise
lorsqu'il peut exercer sa créativité, lorsqu'il peut être connecté, tu parlais de l'intuition. Spinoza nous dit l'intuition, c'est la connaissance la plus élevée, au-dessus de la raison. Parce que nous connaissons des choses sans avoir fait le raisonnement, mais nous avons la certitude qu'il faut aller vers cette direction-là. Et donc, souvent, les grands chefs d'entreprise, les grands créateurs, ils ont eu des intuitions géniales. Et ils ont inventé quelque chose qui n'existait pas, et c'est comme ça qu'ils ont fait prospérer leur entreprise. Les grands savants sont des grands intuitifs. Ils ont l'intuition qu'il faut vérifier telle chose, qu'il y a telle hypothèse à vérifier. Les artistes sont des grands intuitifs. Et donc l'intuition, c'est un guide mystérieux. On ne sait pas d'où ça vient l'intuition. C'est quelque chose qui nous tombe dessus. Pof, j'ai cette idée. Moi qui suis écrivain, des fois j'ai des intuitions, je me dis, il faut que j'écrive là-dessus. Par exemple, un jour, j'ai dit à mon éditrice, il faut faire un livre sur Spinoza. Elle me dit, oh non, surtout pas, on va en vendre 40 000 exemplaires, ce qui est déjà pas mal. Mais elle espérait beaucoup plus. Je lui dis, non, je suis sûr que les gens vont adorer lire un livre sur Spinoza. Mais elle dit, mais les gens ne savent pas qui c'est. Et c'était un de mes plus gros succès de librairie. Parce que je savais qu'il fallait écrire un livre sur Spinoza, parce que sa pensée correspond exactement à ce qu'on est en train de vivre, et elle éclaire complètement notre vie actuelle. Et donc, on a des intuitions, et il faut suivre ces intuitions, et il faut vivre dans un environnement, notamment d'entreprise, de confiance, qui permettent de faire confiance aux individus pour qu'ils suivent des intuitions, pour qu'ils développent leur créativité et ne pas les normer en permanence. Tu dois faire comme ça parce que c'est ce qu'on a montré. Oui, il y a des nouvelles voies, il y a des manières différentes. Et donc c'est pour ça que j'aimais beaucoup l'expression de chef d'orchestre. Et effectivement, c'est très beau de dire qu'un chef d'entreprise, c'est un chef d'orchestre qui permet à chacun d'exprimer son talent propre, sa créativité, et donc d'augmenter sa puissance vitale, d'être dans la joie, mais dans un collectif harmonieux. Et ça, je trouve, c'est une très belle image pour définir effectivement le rôle de leader dans une entreprise. Donc le rôle de leader évolue terriblement, il devient un orchestrateur de la joie, un libérateur de joie pour toutes les parties prenantes. C'est un paradigme complètement nouveau, ça peut paraître un peu original, quoique. Je suis certain, mon intuition me dit que c'est là que ça va, et j'observe en regardant autour de moi que c'est là que vont les grands dirigeants d'entreprise aujourd'hui. Et pour moi, ça correspond à simplement le besoin de mieux comprendre la nature et les lois de la nature, et comprendre que l'homme n'est rien d'autre que opérer, il opère comme les lois de la nature. On est la nature. Et ça, on n'est plus, c'est fini. On n'est pas séparé de la nature, on est une émanation de la nature, devant vivre en harmonie avec la nature. Et ce n'est que si on vit selon ces lois fondamentales de l'être humain et de la nature qu'on peut libérer une joie individuelle et collective. Alors, ce qui est amusant, c'est que le philosophe de la joie qui est à ma gauche, en fait, il est devenu entrepreneur. Et c'est peut-être la conclusion, il est entrepreneur et il a toujours une affinité forte. Il a d'abord été entrepreneur, il n'ose pas dire les chiffres, mais c'est en millions d'exemplaires, ces livres. C'est déjà un achievement en soi-même. Sève est une organisation, j'en entends parler, vous avez 8 ans je pense, mais il y a une vingtaine de personnes qui travaillent plein temps et qui forment des milliers d'élèves dans les classes en francophonie, en Suisse, en France, en Belgique, au Canada. Et aujourd'hui, Frédéric a toujours une fibre pour l'éducation, parce que l'éducation prépare les citoyens de demain. Et aujourd'hui, il est sur un projet qui vise à révolutionner l'éducation en France. Et peut-être, ce qui sera intéressant, c'est que tu nous dises, ça s'appelle Human Class aujourd'hui, ça changera peut-être, peu importe. Mais ce qui compte, c'est l'instigateur qui travaille avec une personne de l'éducation nationale. Pourquoi cette nécessité de l'éducation nationale? C'est des centaines de milliers de personnes. Qu'est-ce qu'un philosophe et une pédagogue, en l'occurrence, vont pouvoir apporter de différents, et quels sont les grands axes et pourquoi l'entreprise? Pourquoi entreprendre quand on est... Tu en parles très tôt parce que c'est encore un projet qui n'est pas totalement incarné, qui n'a même pas d'existence juridique, c'est pour vous dire. Mais disons que, comme j'aime beaucoup Benoît, je lui en parle beaucoup et puis je l'ai un peu embarqué dans l'aventure parce qu'on a besoin de l'expérience d'entrepreneur, parce que moi je suis un micro-entrepreneur.
Et là, on rentre dans une autre dimension. Juste dire un mot pour la finalité du projet, puis je voudrais dire un mot sur CEF, parce que CEF n'est pas une entreprise, CEF est une association à but non lucratif. Et c'est ce que j'ai voulu dès le départ, qui mélange des bénévoles et des salariés. Et donc, il y a une centaine de bénévoles, hein, comme toutes les personnes qui sont là sont bénévoles. Et puis, il y a des salariés, il y a une vingtaine de salariés, en France, essentiellement, pour faire tourner la machine, qui a pris beaucoup d'essor, puisqu'on forme des gens pour devenir animateurs d'ateliers philo, afin d'avoir des citoyens de plus en plus éclairés. C'est très important de développer l'intelligence, l'esprit critique, la capacité de débattre, d'écouter les autres. Et tous ceux qui font des ateliers philo, hein, les enfants nous disent, mais on pense mieux ensemble. On apprend à écouter les autres, à progresser en débattant de manière argumentée, plutôt que de s'invectiver avec des opinions et des émotions. Et donc ça fait un bien fou, Sève. Et ce qui fait qu'on a formé plus de 5000 animateurs. On a touché par des ateliers philo plus de 200 000 enfants. Et ça continue, et on va dans des zones défavorisées. Moi, les tout premiers ateliers que j'ai fait en Belgique, hein, en 2015, j'ai fait à Molenbeek. Et j'étais dans des écoles où j'ai vu, mais les enfants, leurs yeux s'illuminaient quand on pouvait parler des grandes questions, c'est quoi le bonheur, pourquoi respecter les autres, etc. Les enfants adorent philosopher, ils adorent penser, réfléchir. Et si on les prend jeunes, on développe cette capacité d'interroger le monde, de s'interroger eux-mêmes, de réfléchir ensemble. Et je pense que c'est un laboratoire de citoyenneté. Donc c'est extrêmement précieux de faire de la philosophie. On le fait dans un cadre, encore une fois, associatif. On ne veut pas gagner d'argent avec ça. On veut que ça se diffuse le plus possible et que ça coûte le moins cher possible. Alors à côté de ça, c'est vrai que j'aime bien aussi que les choses marchent. Donc quand je fais des bouquins, je suis content que ça marche. C'est évident. Et j'ai eu un projet qui mêlerait à la fois un caractère associatif, parce qu'il serait adossé à une fondation, et puis en même temps une société qui pourrait effectivement connaître un fort développement. C'est tout simplement qu'en discutant avec une amie qui travaille dans l'éducation nationale et qui a exercé, elle a enseigné de la maternelle à l'université, et aujourd'hui elle est cadre supérieur d'éducation nationale, et on fait le constat commun que lorsque les élèves sont en échec scolaire, la plupart du temps, il ne s'agit pas simplement de leur donner des cours particuliers de maths, de physique, de français ou d'anglais. C'est un problème global. L'être humain, il faut le regarder de manière holistique. Pour qu'un élève réussisse, pour que la performance scolaire soit là, pour que l'apprentissage fonctionne, il faut qu'il ait du désir, il faut qu'il ait du plaisir, il faut qu'il ait de la motivation. Et il faut prendre en compte aussi ses difficultés émotionnelles, relationnelles, affectives. Et donc, il s'agit d'aider les enfants à grandir de manière globale. Et donc, l'idée, c'est de créer une plateforme numérique avec une application dans laquelle on donnerait des soutiens scolaires particuliers, comme des cours d'anglais, etc., mais aussi apporter du bien-être, apporter un soutien psychologique, apporter des propositions artistiques pour que l'enfant, l'adolescent puisse s'épanouir dans sa vie. Et donc il y aura du mentorat, du tutorat, de l'orientation scolaire à travers une connaissance de l'enfant dans sa globalité, dans ses goûts, dans ses aversions, dans ce qu'il est. Et donc c'est vraiment une révolution éducative, puisque actuellement à l'école on ne se pose pas toutes ces questions-là. Et on le voit très bien, on demande à l'enfant simplement de suivre une méthode pour essayer d'être meilleur en maths ou en anglais, sans tenir compte de ce qu'il est personnellement. Donc il faut un accompagnement plus personnalisé, et c'est bien souvent parce qu'il va faire de la méditation. Nous on fait méditer les enfants, les résultats sont formidables. Lorsqu'il va travailler sur ses émotions, qu'il va être bien meilleur dans les matières académiques. Et quand on a compris ça, on se dit que d'offrir un service à travers une application, que tous les parents peuvent s'abonner à cette application et trouver des ressources, des personnes inspirantes qui vont à la fois, pour l'une, donner un cours de maths, mais pour l'autre, faire un tutorat qui va permettre de comprendre l'enfant ce dont il a besoin à côté, peut-être de faire du yoga, de la méditation ou du sport ou de la musique pour s'épanouir davantage. C'est peut-être comme ça qu'on aidera les enfants à être plus performants au niveau scolaire et surtout à s'épanouir davantage d'un point de vue humain. Donc voilà un énorme projet, et on a du pain sur la planche, et on est en train d'y travailler avec un petit groupe dont Benoît fait partie et nous éclaire pour ça. Et donc on vous donnera des nouvelles, mais s'il y a parmi vous des entrepreneurs et des personnes qui ont envie de se lier ou de soutenir ce projet, eh bien, ils sont évidemment les bienvenus, parce qu'on est à l'aube de quelque chose qui peut devenir très beau, mais qui demande encore énormément d'efforts, de matière grise et de soutien financier. Donc, moi, je terminerai juste sur une notion qui m'est chère, c'est évidemment la liberté. Et je dirais simplement que la liberté, pour moi, c'est pas de faire tout ce qu'on veut. C'est ce petit espace qu'on a entre ce qui nous arrive et la réponse qu'on va donner.
Et c'est une invitation évidemment à l'action. Donc aujourd'hui, on s'afflige de beaucoup de choses, oui. Et en même temps, en fait, il y a énormément de projets, de progrès qui ont été réalisés dans nos existences. Mais nous avons la liberté et le choix de donner la réponse qu'on veut. Donc aujourd'hui, il y a des philosophes qui deviennent entrepreneurs. Et je crois qu'on a tous la liberté d'envisager des choses complètement divergentes, complètement hors des sentiers battus, qui que nous soyons et quelles que soient nos formations. Ce qui arrive est complètement imprévu et imprévisible. Donc c'est le champ de tous les possibles. Mais, désolé, on a été trop long. Non, pas de souci, on va continuer. Alors, je voudrais tout d'abord que tout le monde applaudisse très chaleureusement Benoît et Frédéric. Alors, je crois que ce soir, ils nous ont vraiment parlé de choses extrêmement importantes et intéressantes. Et du coup, pour commencer la session de questions-réponses, je vais peut-être commencer par une question que je me suis posée. Donc récemment dans les médias, on a parlé de 2 démissions. Laurent Hublet et Laurent Livens ont tous les 2 quitté l'organisation dans laquelle ils travaillaient ou le groupe de travail dans lequel ils étaient pour marquer le coup, on va dire, et servir d'alerte par rapport à leur organisation qui n'allait pas dans le sens qu'ils voulaient ou idéal. Du coup, ma question, ces 2 personnes ont démissionné. Est-ce qu'il vaut mieux partir ou au contraire être plus résilient et continuer la bataille qui est, comme l'avait dit Benoît, difficile? Ça, c'est un petit peu la question. Moi, je dirais que ça dépend vraiment des cas. C'est au cas par cas. Vous avez des cas où, effectivement, il vaut mieux rester dans une entreprise pour essayer de la faire évoluer, si on sait qu'on peut la faire évoluer. Il vaut mieux rester dans une organisation, un système, si on sait qu'on peut le faire évoluer. Puis dans des cas, c'est pas possible. On sait qu'il y a trop de contradictions, on va dépenser une énergie colossale à essayer de faire bouger les choses, et à ce moment-là, on peut se dire, en allant ailleurs, j'envoie un signal qui va peut-être faire bouger un peu les choses, et puis je vais peut-être mettre mon énergie dans une autre manière de fonctionner, qui sera beaucoup plus efficace pour atteindre un objectif que j'estime devoir être différent, en tout cas plus humaniste, plus respectueux de l'environnement, etc. Donc je crois que selon les cas, on ne peut pas juger, on ne peut pas dire il faut rester ou il faut sortir. Chacun doit se poser la question, effectivement, est-ce qu'en restant à l'intérieur, j'ai une chance de faire bouger les choses ou pas? Et donc c'est de là qu'on prendra une décision de quitter ou pas. Très bien, merci. Du coup, il y a ici un micro que je vais demander à un bénévole de Sèvres de vouloir faire passer dans le public pour les premières questions. Alors, c'est pas moi qui tiens le micro, donc c'est pas moi qui choisis. Hein. C'est moi. Merci. Vous avez parlé de Laurent Livens qui a quitté la Louvain School of Management. Hein, et vous avez dit tout à l'heure, je ne sais plus si c'est un de nos 2 orateurs, a dit que HEC, France, Paris, l'élite, la crème, la fleur, allait introduire un cours sur l'écologie prochainement. Est-ce que le monde n'est pas... Ils ne sont pas un peu en retard sur les bords? Vous voulez dire qu'ils auraient dû le faire il y a longtemps? Ah tiens, il devrait être prophète puisqu'il prépare l'avenir. Oui, mais c'est justement parce que... Alors oui, la direction a mis du temps à réagir, mais c'est sous la pression des élèves. Ça fait des années, ça fait 10 ans... Oui, alors ça fait 10 ans effectivement que les élèves demandent à ce que ces questions-là soient traitées. Ça traînait, mais il y a une telle pression qui se sont dit, mais non, on n'a plus le choix, il faut le faire. Donc ça va être systématique à partir de 2023. Mais vous avez raison, ça fait des années que la question se pose, des années que les étudiants d'HEC et d'autres grandes écoles demandent à ce qu'on aborde ces questions-là. Et effectivement, on voit que la tête met du temps à comprendre ce que le corps demande. Et c'est vrai que c'est un peu tardif. En même temps, c'est un signal qui est envoyé à tous les autres. Parce qu'il y en a encore d'autres pour qui ça n'existe pas du tout. Donc mieux vaut tard que jamais. Autre question? Après, rassurez-vous, on changera de côté. Bonsoir. Si j'ai bien entendu le début de votre exposé, vous avez vécu longtemps en Chine, vous avez travaillé en Chine,
Et vous, Monsieur Lenoir, vous parlez que la crise est quelque chose, enfin les deux monsieur l'ont dit, est quelque chose qui peut être une opportunité dans une situation délicate. On entend aujourd'hui que la Chine est dans une grande crise, qu'enfin le peuple ose parler, ose sortir de ses gonds. Croyez-vous que ça va apporter une opportunité ? Toi qui connais bien la Chine. C'est un grand mot. Donc, le terme crise, c'est effectivement Weiji, danger, opportunité. Mon expérience de la Chine comme petit entrepreneur, on était à la fin 50 personnes, 3 occidentaux et 47 chinois. C'est que nous sommes tous les mêmes. Hein. C'est du Stromae, désolé, c'est un peu plat. Mais pour finir, au-delà des conditionnements culturels, 5000 ans d'histoire complètement différente, des racines philosophiques, religieuses, des régimes politiques, un confort de vie complètement différent pour les Chinois par rapport à nous, pour finir ou in fine, on est tous les mêmes dans ce sens qu'on a besoin de reconnaissance, on a besoin d'appréciation, on a besoin d'amour, on a besoin de pouvoir s'épanouir, on a besoin de pouvoir se reposer. Et toute forme de manichéisme, les Chinois ceci, et de généralisation, pour moi, j'ai appris en étant là-bas, d'abord une période avec ma famille, d'abord un choc énorme, une incompréhension avec mes yeux d'occidental, et petit à petit une prise de distance par rapport à tout le référentiel dans lequel et tous mes conditionnements, et pour finir une meilleure compréhension de leur mode de fonctionnement, et j'ai appris à les apprécier énormément. Et donc je crois quelque part, et c'est là que les Spinoza et d'autres philosophes sont géniaux, je crois qu'on a tous cette énergie vitale et cette volonté de pouvoir s'exprimer, et comme une plante pousse, comme un animal grandit, je crois que l'humain est appelé à s'épanouir, et j'ai une vision positive de l'humain, j'ai une vision de l'humain comme étant quelqu'un de bienveillant, et je crois que ce phénomène est le même partout. En Afrique, en Asie, aux États-Unis, en Europe, et que donc ce qui se passe politiquement aujourd'hui est effectivement très dommage, parce que du temps où nous y étions, c'était Hu Jintao, le dernier président, ils étaient dans une dynamique complètement différente. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait un peu peur, mais de nouveau, ce que j'ai appris sur place, c'est que la désinformation, c'est pas propre aux Chinois, ni aux Russes. C'est aussi chez nous, et donc le discernement est pour moi quelque chose que j'ai appris là-bas, c'est d'essayer de comprendre et de ne jamais généraliser. Et donc moi j'ai espoir que effectivement ces mouvements dans les rues et tout ça finissent par être un signal pour le Parti communiste qui, je rappelle, compte 100 millions de personnes, et dans lequel ce système, il y a des tensions comme dans tous les organismes humains. Et Xi Jinping va sans doute être reconduit, il vient d'être reconduit, mais il a de l'opposition, et c'est une mauvaise phase, comme il y en a peut-être qui nous pendent au nez dans nos pays très bientôt. On sait que tout ça est extrêmement fragile, mais je pense que pour finir, le monde évolue positivement, en 2 mots. Je sais pas si juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur le monde évolue positivement, c'est que si on prend l'histoire longue, vraiment du recul sur l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a des mouvements qui semblent assez irréversibles. Il y a un mouvement d'unité. On va vers de plus en plus d'unité. On est parti vers des petites tribus qui s'ignoraient toutes les unes les autres, qui se sont regroupées en cités, en royaumes, en empires, et aujourd'hui le monde est globalisé par la technique, par l'information, par un tas de choses, par les problèmes qui sont les problèmes écologiques, etc. Donc on va vers de l'unité, on va vers de l'individualité, c'est-à-dire vers le respect de l'autonomie de l'individu. C'est quelque chose qui n'existait absolument pas avant, c'est quelque chose qui n'a cessé de monter, de progresser, et on voit que c'est presque quelque chose d'irréversible. Regardez aujourd'hui ce qui se passe aussi en Iran, qui est aussi une des plus grandes dictatures au monde, mais les gens n'en peuvent plus. Ils veulent qu'on leur respecte, qu'on les laisse s'habiller comme ils ont envie de s'habiller, que si les femmes ont envie de se maquiller, qu'elles se maquillent, si elles ont envie de porter le tchador ou de ne pas le porter, qu'elles le fassent librement. Et donc on sent que cette poussée de liberté individuelle, c'est quelque chose d'irréversible. Et ça va gagner la Chine et toutes les dictatures. Sauf que,
Après, vous avez la gestion d'un collectif qui n'est pas le même. Et donc, gérer un pays comme la Suisse, comme la Belgique ou comme la Chine, ou des pays où il y a des milliards d'habitants, c'est pas pareil. Et donc, effectivement, le rapport individu-collectif ne se pose pas de la même manière. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop projeter aussi les modes d'organisation que nous avons ici sur ce que pourrait être une organisation politique en Chine respectueuse des individus, qui en même temps doit garder un sentiment de cohésion à une échelle énorme. Donc les problèmes ne sont pas les mêmes, et plus le pays est nombreux, plus c'est compliqué à gérer. Mais ce qui me semble irréversible, c'est cette poussée, ce besoin de liberté individuelle. Les individus ont besoin d'exprimer, comme on disait, leur talent, leur créativité, leur singularité. Et ça, je crois qu'à l'échelle longue, c'est quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. Et en même temps, nous avons besoin de vivre, je pense que c'est un besoin fondamental aussi de l'être humain, d'essayer de vivre en harmonie, en collaboration les uns avec les autres, et que tout ce qui est lié à la violence, la compétition, la domination, je crois qu'à un moment donné, même si c'est dans le cœur humain, ça fait partie aussi du cœur humain, mais je crois que c'est quelque chose, parce que nous devons vivre ensemble, qui va être contraint, si on ne veut pas vivre dans la violence permanente, de se substituer pour une logique, encore une fois, de collaboration plutôt que de compétition. Donc je crois qu'il y a des contradictions dans le cœur humain qui ont toujours existé, qui existeront toujours, mais que la nécessité va nous amener finalement vers des logiques, si on ne veut pas tous périr, et je crois que ce n'est pas notre but, vers des logiques qui vont nous permettre de cultiver certaines dimensions au détriment d'autres dont on a vu les limites. C'est pour ça que moi je suis assez optimiste sur l'histoire longue. La grande question, c'est l'écologie. C'est qu'est-ce qu'on aura le temps ? Est-ce que s'il faut encore 100 ans pour qu'on apprenne à vivre en harmonie avec notre environnement, est-ce que la planète sera encore vivable pour les humains ? Et on ne sait pas. Donc là-dessus, il y a une course contre la montre, une épée de Damoclès, qui fait que c'est compliqué de savoir si on aura le temps d'évoluer dans nos mentalités, dans nos consciences, etc., suffisamment vite par rapport à la course contre la montre qui est engagée. Bonjour et merci. J'ai noté toute une série de bons mots intéressants. La liberté, la lucidité, l'optimisme, l'épée de Damoclès. Et quand j'essaie de les mettre un peu tous ensemble, ça me fait penser à ce discours merveilleux de Camus quand il a reçu le Nobel, où il associait liberté et vérité. Ma question sera celle de la vérité. Parce que la vérité, c'est qu'on est dans un monde qui s'enfonce à une vitesse hallucinante et que toutes les solutions qui sont mises en œuvre pour l'instant sont beaucoup trop lentes, vraiment trop lentes. Et on a du mal à voir que l'épée de Damoclès pourrait tomber, parce que quand elle tombe ailleurs ou elle tombe plus tard. Et nos générations, j'ai un peu plus de 60 ans, elle ne change pas trop son mode de vie, elle ne change pas trop son mode de travail, elle ne change pas trop son mode d'investissement. Ça ne change pas du tout assez vite. Les jeunes aujourd'hui sont furieux. Ils en veulent à nos générations de ne pas être à la hauteur. Et la vérité, c'est qu'on n'est pas à la hauteur. Les optimistes à Berlin en 1936, en 1937, ils sont restés. Parfois, c'est peut-être bien de ne pas être optimiste. Si on acceptait d'avoir un peu plus de vérité, qu'est-ce que vous nous inviteriez à faire pour être un peu plus à la hauteur ? Moi, je dirais de mettre de la conscience sur nos désirs, puisque c'est le désir qui est le moteur de nos vies. Si nous continuons de vivre comme ça, c'est parce que nous désirons vivre comme ça. C'est parce que nous désirons consommer, c'est parce que nous désirons avoir une belle voiture, c'est parce que nous désirons partir en voyage le plus souvent possible. Et donc, effectivement, nos désirs, c'est le moteur de nos vies. Vous savez que Spinoza a cette phrase extraordinaire, qui pour moi est une des plus importantes de la philosophie, qui met la vérité au cœur de tout. Il nous dit, en fait, nous pensons que nous désirons une chose parce que nous estimons qu'elle est bonne, mais en fait, c'est l'inverse. C'est parce que nous estimons qu'elle est bonne parce que nous la désirons. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la vérité qui motive nos actions, c'est le désir. Et donc, il s'agit de mettre, au fond, le désir de vérité le plus tôt possible dans la tête des enfants pour qu'ils puissent accompagner leur désir avec une lucidité et une vérité qui leur permettra d'orienter leur désir de manière respectueuse. Et que leur désir ne soit pas quelque chose de nuisible pour les autres, pour la planète, pour tout ce qu'on a évoqué.
Et donc, tant qu'on est simplement à l'écoute de nos désirs sans recherche de vérité, effectivement, on ne se pose pas de questions et on avance vers le désastre. Et donc, qu'est-ce que fait Sève ? C'est justement de donner très tôt aux enfants le goût de la vérité. Et combien de fois j'ai entendu des enfants qui partaient de leurs a priori, de leurs préjugés, de leur confort, de ce que leur famille leur disait, puis après 10 ateliers de philo, ils avaient complètement changé. Ils disaient, mais au fond, ce que m'ont apporté les autres qui ne pensaient pas comme moi, ça m'a fait bouger, ça m'a fait réfléchir. On pense mieux ensemble. On pense mieux parce qu'on s'est confronté aux autres. Et donc, ils ont mis de la vérité. Et ils adorent ça. Et ils disent, au fond, c'est bien. C'est quelque chose qui m'enrichit, quelque chose qui me fait grandir. Et donc, la recherche de vérité, c'est un désir fondamental qu'on peut éveiller très tôt par l'éducation. La question porte sur la génération. Oui, mais nous, on est foutus. Donc, du coup, je parle de la génération d'après parce que nous, je pense que c'est beaucoup plus difficile effectivement, de nous inculter ce désir de vérité, si on ne l'a pas de manière innée. Bon, il y a des gens qui l'ont de manière innée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont toujours préféré la vérité au confort et une vérité qui est dure à entendre plutôt qu'un compliment agréable. Donc, le désir de lucidité ou de vérité, ça appartient à chaque individu. Mais globalement, collectivement, je dirais qu'on fait partie d'une génération où ce n'est pas ce désir-là qui a dominé. C'est plutôt le désir de confort, effectivement. Et donc, cette conversion-là est beaucoup plus difficile à faire quand vous avez plus de 60 ans. Notre génération a beaucoup plus de mal à se convertir à un nouveau mode de vie que les jeunes. Parce qu'effectivement, ils naissent dans un monde beaucoup plus chaotique et dont ils voient les difficultés. Et puis, on peut éduquer, encore une fois, ce que je vous disais, à ça. Et alors que pour nous, la conversion, je n'ai pas de recette miracle, mais c'est simplement peut-être la catastrophe. C'est ce qu'ont pensé beaucoup de philosophes. C'est que l'être humain ne change vraiment que quand il est face à la catastrophe. Et donc je crois que nous, notre génération, à part quelques exceptions de gens courageux qui effectivement changent complètement de mode de vie, etc., la plupart des gens, la grande majorité des gens, ne changeront peut-être parce qu'on n'aura pas le choix. Si je peux me permettre, je voudrais challenger d'abord ce qu'est la vérité. Et dans notre compréhension de la vérité, c'est quelque chose d'unique. Et par exemple, pour nous, notre vérité politique en Occident, c'est la démocratie. Vous avez dit, c'est très controversé, c'est très sensible. Et je ne suis pas politicien, donc je parle librement. Est-ce que nous devons, nous, imposer cette vérité à tout le monde ? Donc ça, c'est la première chose. Moi, je ne crois pas. Je crois que la nature est diverse et que nous devons avoir aussi l'humilité d'accepter que tout peut arriver. Et l'humilité d'accepter qu'on est peut-être dans le mieux, et c'est par cette acceptation et cette humilité qu'on n'a peut-être plus aucun pouvoir pour faire changer les choses, c'est de là que peut-être naîtra le changement que tout le monde attend. Mais avoir la prétention qu'on sait ce qu'il faudrait faire, et sans pouvoir vraiment le faire, je pense que là, on se trompe. Ça paraît peut-être un peu particulier ce que je dis, mais donc cette posture d'humilité et d'accepter que les générations futures vont peut-être, et le font, c'est ce que moi je peux observer, et accepter que d'autres puissent penser autrement, avec d'autres recettes, et que peut-être qu'ils arriveront... sinon, si on n'accepte pas ça, c'est les guerres, qui seront bientôt des guerres écologiques, qui en fait ont souvent été des guerres d'appropriation de ressources et donc écologiques. Mais cette acceptation va, à mon avis, et on touche à la notion aussi de foi. Est-ce qu'on a foi en l'avenir ? Moi, je dirais que j'ai foi en la force de l'univers et de la nature, et même de la nature humaine, à un moment, arriver à un point de bascule. Et je pense qu'il n'est pas loin du tout, en fait. Et ce n'est pas en étant inactif et indifférent, c'est pas ça que je prône. Au contraire, je dis tout le contraire. Donc être extrêmement actif, engagé, militant, activiste, tout en étant dans une acceptation totale qu'on va peut-être se planter complètement, et en étant dans l'humilité que même en étant très activiste, j'ai peut-être aucune influence. Donc c'est l'action et l'intention complètement détachée du résultat. Et ça, c'est une posture qui est un peu d'inspiration asiatique, mais qui à mon avis, est nécessaire pour faire émerger le monde nouveau. Je ne sais pas si c'est clair, hein. Je divague peut-être complètement.
Merci Benoît. Alors du coup, nos orateurs sont un peu bavards et nous arrivons donc à la limite du timing. Donc on va arrêter la session de questions-réponses pour le moment, mais ne vous en faites pas, vous aurez tout le loisir de poser toutes vos questions et avoir vos réponses lors du cocktail qui va suivre. Maintenant, je rappelle donc qu'il y aura une séance de dédicace juste derrière ce mur pour le moment qu'on va retirer. Et vous trouverez les bouquins dont parlait tout à l'heure Frédéric, super intéressant, disponibles derrière. L'heure actuelle est maintenant... oui, pardon, excusez-moi. Je rappelle aussi qu'il y a toute une série de bénévoles de Sèvres qui sont en vert et reconnaissables, qui sont là pour vous aider et répondront à toutes vos questions si vous en avez d'ici là. Entre-temps, l'heure est arrivée aux remerciements. Je voulais tout d'abord remercier Benoît et Frédéric. Et je profite également pour remercier nos partenaires, SDA, KPMG, le BECI, B19 et le réseau Entreprendre. Merci d'être venus ce soir pour assister à cette conférence et je vous invite à rejoindre le cocktail. Merci.